Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence virtuelle des Sociétés historiques de Québec, de Montréal et des éditions du Septentrion. Je me présente, Alex Tremblay-Lamarche, je suis président de la Société historique de Québec, responsable des communications chez Septentrion et au nom des trois organismes qui organisent ces conférences, je vous souhaite la bienvenue. À titre d'information, on est dans un faux direct, donc on va prendre les questions à la fin. N'hésitez pas à les écrire pendant la conférence, mais bon, si jamais vous vous rendez compte qu'on n'y répond pas pendant la conférence, c'est normal, on va y répondre à la fin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec deux archéologues pour une conférence intitulée « Redécouvrir les lieux de pouvoir de la Nouvelle-France et du Canada uni grâce à l'archéologie ». Je suis avec Hendrik van Giesegem, qui œuvre en archéologie depuis 1995 et il détient un baccalauréat de l'Université de Montréal et un doctorat de l'Université de Californie à Santa Barbara. Il a mené des recherches intensives au Pérou et au Canada et pendant une décennie, il a enseigné l'anthropologie dans plusieurs universités américaines et canadiennes. Il est chargé de projet en archéologie et en histoire à Pointe-à-Calière depuis 2017. Il a à ce titre coordonné notamment le projet Archéolab Québec et qui est la première base de données accessible en ligne pour les chercheurs et le grand public. Et bon, on lui doit entre autres la superbe exposition qui a eu lieu sur les Incas récemment et qui est toujours accessible à l'heure actuelle à Pointe-à-Calière. Bonsoir, Monsieur Van Giesegem. Bonjour. Je voulais dire, j'ai contribué à l'Expo Inca, mais je ne suis pas responsable de sa composition. Il y a beaucoup d'artisans qui sont à la base, mais j'ai aidé un peu comme je le pouvais. Mais je voulais seulement préciser. Ouais, effectivement, c'est sûr que construire une exposition, c'est quelque chose qui demande énormément en fait de contributeurs. Mais bon, c'est ça, je voulais juste en profiter pour glisser un mot sur l'exposition et sur votre contribution. Désolé si je l'ai peut-être un petit peu trop amplifié. Un petit peu gonflé, mais l'expo en octobre, je tiens à le préciser. C'est bon. Et donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir jusqu'à maintenant, profitez-en pour y aller. C'est vraiment une superbe exposition qui nous permet d'en apprendre énormément sur les Incas. Donc, aujourd'hui, elle nous parlera de différents lieux de pouvoir liés à Pointe-à-Calière, puisque, bon, comme on va le voir, Pointe-à-Calière, c'est un endroit où on trouvait le site du phare d'Hector de Calière. Bon, c'est un endroit aussi où on trouvait l'égout collecteur, dont on a trouvé des fouilles archéologiques, le marché en fait Sainte-Anne, puis le Parlement du Canada uni, donc un lieu de pouvoir à l'époque du Canada uni. Et donc, il nous en parlera aujourd'hui. Je suis également en compagnie d'Alison Bain. Alison Bain est professeure titulaire en archéologie au département des sciences historiques de l'Université Laval, Elle est membre du CELAT, si je ne m'abuse, elle en est même la directrice à l'heure actuelle. Centre de recherche sur les lettres, les arts et les traditions. Et donc, elle dirige le chantier école en archéologie historique et également directrice du laboratoire d'archéologie environnementale de l'Université Laval. Sa recherche porte sur les interactions entre les humains et les environnements dans leur passé. Elle est l'auteure avec les archéologues Camille Lapointe et Réginald Auger de l'ouvrage « Le site archéologique du Palais de l'Intendant », plus de 35 années de découverte qui a été publié aux éditions du Septentrion. Et donc, un ouvrage qui témoigne des 35 années, comme le dit le titre, de recherche sur ce site archéologique. Et donc, un lieu de pouvoir également à l'époque de la Nouvelle-France, un lieu qui va rester, je dirais peut-être pas habité, mais je dirais, utilisé par la suite au 19e siècle et même jusqu'à aujourd'hui sous de nouvelles formes. Et donc, dont elle va nous parler aujourd'hui. Bonsoir, Madame Bain. Bonsoir. Et donc, première question que j'ai envie de vous poser, c'est, on a deux sites archéologiques, Pointe-à-Calière, l'îlot des Palais, un à Montréal, un à Québec. Et à partir de quand est-ce qu'ils deviennent l'objet de fouilles archéologiques? Alison? Le site de l'îlot des Palais a des sondages, ça veut dire les petits carrés préparatoires, en fait, en 81, si je ne m'abuse pas. Mais les fouilles, proprement dit, ont commencé par l'Université Laval en 1982.
Dans le cas de Pointe-à-Calière, ben, à la fin des années 80, il y avait eu déjà des études de potentiel, à savoir qu'est-ce qui était potentiellement conservé comme sol archéologique ancien dans le Vieux-Montréal. Et à cette époque-là, on considérait que le 19e siècle n'était pas nécessairement très intéressant. Mais il avait été déterminé que la place Royale détenait probablement une série de stratigraphies assez intéressantes de sol ancien, parce que c'est un endroit qui, à part l'ancienne douane, n'avait jamais vraiment été développé au niveau architectural depuis, disons, le 18e siècle. Et donc, il y a eu des sondages et des fouilles qui ont été faites à ce moment-là, puis il a été décidé d'en faire une crypte archéologique, et c'est de là qu'est née l'idée, disons, du musée Pointe-à-Calière. Et donc, on voit que bon, c'est deux contextes différents, que c'est une volonté justement de mettre de l'avant des vestiges archéologiques, d'une part par l'Université Laval, d'autre part, bon, par les pouvoirs publics pour être capable, bon, d'éventuellement faire un musée d'archéologie. Et donc, si on regarde un petit peu plus sur bon, ce que l'archéologie va révéler sur l'usage des lieux, eh bien, c'est deux lieux qui sont utilisés avant l'arrivée des Occidentaux sur place. Et donc, qu'est-ce qui se passe avant le 17e siècle ou même au tout début du 17e siècle, alors que bon, les Occidentaux n'ont pas encore mis le pied au site de l'îlot des Palais puis au site de Pointe-à-Calière? OK. Je devrais préciser que c'était quand même le palais de l'intendant et le deuxième palais. C'était le chantier de formation pour l'Université Laval. Donc, on avait deux grandes campagnes de fouilles sur le site. Les premières séries portaient sur le premier palais et le deuxième surtout sur le deuxième palais et les environnements autour des palais. Et c'était lors de cette deuxième campagne de fouilles que j'ai menée avec mon collègue Reginald Auger. Le deuxième palais était situé sur l'ancienne berge de la rivière Saint-Charles. Et dans cette zone, on a trouvé quand même les traces, un peu les bords de la rivière, qui est un peu marécageux à l'époque. Et notre collègue à la Ville de Québec, on a toujours fouillé le site avec le soutien puis en partenariat avec la Ville de Québec. C'est un site qui appartient à la Ville de Québec. Notre collègue Daniel Simoneau, archéologue à la Ville de Québec, avait trouvé quelques traces utilisées par les peuples autochtones. Il y avait une minette, il y avait quelques éclats de pierre. Donc, on a, je dirais pas nécessairement, on n'a pas de traces d'occupation, parce qu'on a quand même des traces un peu éphémères, mais on a une utilisation qui date environ 750 et 900 ans avant aujourd'hui. Donc, il y avait quand même une utilisation probablement comme lieu de chasse ou la pêche bien avant l'arrivée des Européennes ici à Québec. Dans le cas de Pointe-à-Calière, on est pas loin d'Hochelaga. On pense, évidemment, on ne sait pas exactement Hochelaga c'était où, mais comme on le sait, bon, ces grands villages-là ont été abandonnés quelque part entre le début du 16e et ou la moitié du 16e siècle, le début du 17e siècle. Mais quand Champlain visite la Pointe-à-Calière, en 1600, à partir de 1603 en réalité, mais revient en 1611 et en fait une description assez élaborée. Il mentionne que juste en face de la Pointe-à-Calière, sur le plateau qui est maintenant le Vieux-Montréal, était une prairie où les Autochtones se rencontraient pour faire la traite. Donc, c'était un lieu d'abordage qui était avantageux, qui était adéquat. Il y avait l'îlot, on était à la confluence du fleuve Saint-Laurent et de la Petite Rivière. Et c'était une confluence qui était abritée par l'îlot normandin, donc les crues, les marées, les vagues du fleuve n'étaient pas tellement présentes. Donc c'était un endroit naturel où s'arrêter. On était en aval des rapides de la Chine, donc c'était presque un arrêt obligatoire. Donc on pense que ça a été le cas pour les populations autochtones. Et pendant les fouilles de la place Royale, donc sur ce plateau-là, où est la place Royale aujourd'hui, bon, on a à l'époque atteint des sols dits naturels, des sols pré-européens, où il y avait des indices assez clairs de combustion, de céramique, d'outils en pierre et tout ça. Donc, on pense que c'était, sans être des occupations permanentes, c'était un lieu de passage très fréquenté à travers les époques par les populations autochtones.
Donc, dans les deux cas, des lieux de passage autochtone, des lieux justement sur lesquels on a trouvé quelques vestiges de cette occupation-là amérindienne. Et dans les deux cas, bon, des lieux sur lesquels, bon, les Occidentaux vont décider de s'installer pour construire, bon, des bâtiments et, bon, s'installer de façon un petit peu plus durable. Pourquoi le choix de ces deux sites? Monsieur Van Gisegem, vous nous en avez donné une petite idée en nous disant que c'est un site stratégique, mais bon, plus amplement, peut-être de développer sur cette question-là, ça m'intrigue. Et bon, le site du Palais de l'Intendant, c'est quelque chose qui, à l'époque, est assez différent de ce que c'est aujourd'hui. Et donc, en quoi est-ce que c'est un site intéressant pour s'établir? Pour le Palais de l'Intendant, comme je l'avais dit, c'était sur les berges de la rivière Saint-Charles. Donc, les lieux de pouvoir étaient dans l'autre ville, mais l'intendant a décidé, mais éventuellement, de s'installer ici. Jean Talon avait acheté le terrain et lui, en tant qu'intendant, visait vraiment à développer l'économie de la Nouvelle-France. Un peu comme on suggère maintenant d'acheter local. Lui souhaitait que les citoyens ou les colonnes achètent local, sauf qu'il faut quand même produire local aussi. Et sur le site, elle avait construit une brasserie, il y avait une potasse, puis il y a aussi des vestiges d'un chantier naval. Donc, il y avait quand même qu'est-ce qu'on avait toujours, entre archéologues, on a dit, on a toujours fouillé le premier parc industriel en Amérique du Nord. On a quand même les éléments de ces trois infrastructures. Donc, c'était bien pour ces structures d'être sur les berges de la rivière. Donc, on peut aussi protéger et non pas exposer au vent sur le fleuve Saint-Laurent. Donc, les gens ont monté un peu la rivière Saint-Charles et ils étaient capables, il y avait un lieu d'embarcation, pour les bateaux à l'île des Palais. Pour ce qui est de la Pointe-à-Calière, on sait que bon, ça a été c'était déjà un lieu qui était fréquenté après que Cartier soit passé. Donc, les Basques revenaient, il y avait du commerce qui se faisait sur le fleuve et c'était un endroit qui était connu par les Européens. C'était un endroit où est-ce qu'ils rencontraient les populations autochtones. Donc, pour des raisons, c'était un endroit connu, donc, et qui était à faible distance des rapides de la Chine. Donc, c'était presque un lieu de rencontre naturel pour les Autochtones qui provenaient de l'Ouest et les Européens qui venaient les rencontrer provenant de l'Est. Quand le temps est venu de former disons, une mission, le fort de Ville-Marie, c'est le lieu qui a été sélectionné sans doute parce que c'était un lieu qui était déjà connu. On sait que Champlain était venu, il avait fait des tests de récolte et tout ça. Maintenant, c'était une position stratégique aussi parce que c'était défendable. La Pointe-à-Calière était défendue, donc était accessible d'une seule direction, c'est-à-dire l'ouest, le haut de la pointe. C'est aussi une décision qui s'est avérée être discutable parce que dès la première année d'établissement du fort de Ville-Marie par les Français, par Maisonneuve et Jeannemance en 1642, il y a eu des problèmes d'inondation. Il avait sous-estimé probablement l'importance des crues et des débâcles du fleuve. Et il y a eu des problèmes d'inondation essentiellement pendant tout le long de l'occupation de la Pointe-à-Calière. Donc, c'était à refaire probablement qui se serait établi un petit peu plus haut sur la pointe, à l'abri de ces inondations-là. Mais très, très, très rapidement, le fort est devenu trop petit pour l'expansion de la ville. Et le cœur, disons, de ce qui allait devenir Montréal ou de cet établissement-là qui prenait de plus en plus d'expansion, c'est traverser littéralement les rivières pour s'établir sur ce qui est maintenant le Vieux-Montréal, sur ce plateau qui est plus élevé, qui est moins stratégiquement défendable, mais qui est moins sujet aux inondations également. Mmh. Et vous avez mentionné toutes les deux, bon, la présence de quelques vestiges autochtones. Quels sont les vestiges archéologiques que vous avez trouvés qui documentent justement, bon, vraiment les premières années, là, peut-être la première décennie de l'occupation occidentale du site? Vous avez trouvé quoi concrètement? Il y avait sur l'île des Palais, on avait au site que je réfère, on parle au site de l'île des Palais. Au site, on avait les traces de la brasserie. Donc, concrètement, ça veut dire les traces des longs murs associés à la construction de la brasserie qui était construite par Jean Talon. Était construit en 1668 et fermé en 1675.
À côté aussi, on avait des traces c'est discuté entre historiens et archéologues, on a aussi peut-être aussi les traces d'un chantier maritime sur le site. Et puis, on a énormément de bois travaillé, très, très bien préservé. Donc, on a quand même, pendant c'est ça, presque le troisième quart du 17e siècle, on a ces premières traces de l'utilisation par les Européens. Cela dit, un élément qui est intéressant, qui tombe dans mes intérêts de recherche en archéologie environnementale, même avant la construction de ces bâtiments ou de chantiers navals, on voit déjà cette transformation de lieu. On voit on soupçonne que le site était préparé, peut-être les arbres étaient coupés, on voit l'arrivée des plantes, des insectes nuisibles et on voit une certaine transformation du terrain. Le terrain était un peu, j'ai souri quand j'ai entendu les informations sur Pointe-à-Calière parce qu'on a des plaintes aux inondations au palais dans les sous-sols. Aussi, donc je pense que les deux sites, on est sujets au même petit problème. Montréal? Ben, dans le cas du fort de Ville-Marie, c'est évidemment les plus anciennes traces européennes à Montréal. L'école de fouilles de l'Université de Montréal, menée par Brad Levin et Christian Bélanger de 2002 à 2015, a tranquillement enlevé toutes les couches d'occupation du 20e siècle jusqu'au 17e. Et atteint de manière assez improbable ce qui était une grande surface de sol archéologique, de sol dit naturel ou les premiers sols d'occupation européenne. Ce qui est assez... Je dis que c'est improbable parce qu'il en reste à peu près plus là, dans le Vieux-Montréal, sauf pour quelques petits lambeaux ici et là, à cause du passage exhaustif des services publics et surtout l'excavation de caves dans à peu près tous les bâtiments. Ici, on est dans un endroit où est-ce que, accidentellement, il n'y a jamais eu de cave. L'École de fouilles de l'Université de Montréal savait qu'ils étaient en présence de vestiges liés au fort de Ville-Marie. Donc, ils savaient qu'ils étaient, ou en tout cas, ils percevaient qu'ils étaient à l'intérieur du fort, mais sans en percevoir les limites, l'orientation. Il y avait encore beaucoup de questions. C'est seulement la dernière année des fouilles, en 2015, qu'il y a une portion d'un bastion qui a été révélé, donc les restes d'une palissade, et l'angle et l'orientation de ce bastion-là, selon les experts de l'architecture militaire de l'époque, a permis de reconstruire l'orientation et la taille probable de ce qui était ce fort-là à 4 bastions, qui est décrit comme un fort à 4 bastions. Donc, ça a été possible de reconstruire de manière assez probable la taille et l'orientation du fort à partir de ça. Donc ça, c'est parmi les plus anciennes traces européennes à Montréal, mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces sols naturels-là, ils ont aussi identifié des sillons d'agriculture qui sont pas du tout comme les restes d'agriculture que pratiquaient les Iroquois du Saint-Laurent, qui avaient leur propre technique, qui laissent leur propre forme de traces dans le sol. Et on pense, et clairement, ces sillons-là agricoles prédataient le bastion et la palissade du fort en question. Donc, est-ce qu'elle la prédatait d'une année ou de 30 ans? On ne le sait pas, mais on pense que Champlain, à son passage en 1611, a justement fait des tests agricoles, a utilisé la pointe comme une espèce de laboratoire pour voir si les sols étaient convenables pour faire pousser des cultigènes européens. Et que possiblement ces sillons-là sont les traces laissées par Champlain, qui seraient les premiers vestiges européens à Montréal, si cette hypothèse-là était confirmée, qui daterait aux alentours de 1611-1612. Wow! C'est quand même. C'était une belle découverte en dessous de la rue Place Diouville en 2015. Ouais. Et c'est ça, j'en profite pour dire que c'est des vestiges qu'on peut en partie voir à Pointe-à-Calière, et donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous en avez l'occasion. Les deux sites sont, c'est ça, on a vu un petit peu leur début, et ils vont évoluer tous les deux pour devenir des lieux de transit importants de marchandises.
à l'îlot des Palais, on parle des magasins du roi. Magasins du roi, bon, c'est pas un magasin où on vend des choses, mais c'est davantage un lieu de stockage qui, appartient à l'État, si on peut s'exprimer ici. Peut-être que Mme Bain pourra détailler un petit peu ce que c'est, mais bon, c'est un lieu de transit de marchandises. Et du côté de Pointe-à-Calière, eh bien, il y a le marché au 18e siècle, mais il y a également le marché du 19e siècle, le marché Sainte-Anne. Et donc, je serais curieux de vous entendre un petit peu plus sur ces usages respectifs-là. Et donc, à quoi pouvaient ressembler les lieux à l'époque où, c'était des lieux de transit de marchandises, de stockage de marchandises et, de commerce, plus dans le cas de Montréal. À l'îlot des Palais, on avait, dans ce bâtiment, on avait les magasins du roi. Et c'était, comme Alex a déjà mentionné, c'était les entrepôts très importants où on stocke vraiment des approvisionnements destinés à la colonie. On avait certaines marchandises ont été aussi vendues en concurrence avec d'autres marchands locaux qui, j'imagine, ont posé un certain problème. On a trouvé une grande variété des objets pour allumer le feu, les creuser, de fer en bord. Pour ces colonies dans le Nouveau Monde, le travail des métaux puis la recherche minière était bien important. Il y avait aussi énormément d'aliments liés à l'approvisionnement des troupes et aux échanges commerciaux et diplomatiques qui étaient très intéressants. Pour l'îlot des Palais, je pense que la collection sur les pièces de fusil est parmi les plus importantes dans le monde pour le début du 18e siècle. On a une collection de pierres de fusil où on a 3000 pierres et je pense que c'est 22 ou 23 fragments. On a des parties des épées, des pièces de fusil, etc. Et c'est fascinant parce que chaque pièce est presque unique. Les parties qui sont avec les décorations très intéressantes. C'est les éléments qui étaient beaucoup étudiés par mon collègue à l'Université Laval, M. Marcel Moussette. Mais il y avait aussi plein d'autres éléments qui étaient destinés aux échanges, comme les médailles religieuses, puis aussi des bagues de laiton. Et qu'est-ce qui est un peu fascinant, c'est qu'il faut imaginer cet entrepôt, ces magasins, vraiment dans leur contexte comme sur la base quotidienne. Donc, il y avait énormément de monde qui sont arrivés chaque jour au site pour travailler. Parce que je pense qu'on pense à ces endroits un peu comme des bâtiments un peu isolés un peu. Et on peut imaginer les tonneliers, les serruriers, les armuriers qui sont venus chaque jour travailler. Donc, on peut imaginer cet lieu de pouvoir avec les magasins, puis aussi avec les magasins, l'espace pour le Conseil souverain, il y avait une chapelle, les prisons, etc. Un lieu bien occupé, un lieu de transit et plein d'autres fonctions aussi. Eh bien, à Montréal, nous avons également notre magasin du roi. Pour ne pas être en reste, ou ce qui était en marge de la place Royale, c'est des vestiges, ou en tout cas une partie des vestiges qui font partie de la crypte archéologique de Place Royale à Pointe-à-Calière. Et l'accent dans le magasin du roi à Montréal était vraiment sur la traite. On était un des établissements européens les plus à l'ouest et c'était là que s'approvisionnait ceux qui allaient faire la traite des fourrures vers l'ouest, dans les pays d'en haut, ce qui était l'Outaouais, vers les Grands Lacs. Donc l'accent est beaucoup mis sur les objets de traite, les haches, les couteaux, les médailles également, comme Alison disait. Mais l'espace occupé par Pointe-à-Calière aujourd'hui a toujours eu toujours revêtu un espace, disons, ou un aspect économique important. Depuis les tout débuts, avec la place du marché, la grande traite qui se déroulait là, la douane ensuite, ça fait partie de ce genre d'importance grandissante de Montréal dans ce qui allait être les affaires économiques de la colonie. Le Royal Insurance Building qui est venu, sur lequel est assis l'immeuble de l'éperon de Pointe-à-Calière, et pour le 19e siècle, évidemment, le marché Sainte-Anne, le premier marché couvert de Montréal, qui est devenu le Parlement du Canada uni. Donc, on a une espèce de section transversale depuis le 17e siècle
jusqu'au 20e siècle, en réalité, de tous les changements extrêmement profonds, outre la conquête britannique, mais tous les changements qui ont mené au monde moderne qu'on connaît, les sites sur lesquels est établi Pointe-à-Callieres ont chacun quelque chose à contribuer à cette compréhension-là de cette coupe transversale, de cette espèce de stratigraphie chronologique de ce qui est le en guillemets, nouveau monde entre le 17e et le 20e siècle. Donc, il y a des aspects extrêmement intéressants à développer à ce niveau-là. Effectivement. Et ensuite, en fait, des lieux de transit de marchandises, des lieux justement, bon, des magasins du roi, puis bon, dans le cas de Montréal, d'être un lieu de marché, c'est des lieux de pouvoir. D'abord, justement, bon, palais de l'intendant, puis bon, le Parlement du Canada uni. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ces usages-là? C'est ça, rapidement, peut-être un petit peu de qu'est-ce que le palais de l'intendant, à quoi ça sert, à quoi ressemblent les lieux à l'époque, puis bon, c'est ça, le Parlement du Canada uni, quelle est sa fonction, à quoi ça sert, et bon, sans doute un petit peu, mais plus en détail, et à quoi ça ressemble aussi. Pour le brasserie qui est devenu le premier palais de l'intendant avec ses magasins, dans tout un seul bâtiment qui était quand même à 60 mètres de longueur, et où le colombage dans la brasserie était remplacé par la maçonnerie, avait couvert avec les ardoises. À l'intérieur de cette structure, on avait aussi les lieux de rencontre pour le conseil souverain. L'intendant et sa famille habitaient, ainsi que son secrétaire. Il y avait aussi le garde-magasin, puis aussi le geôlier qui a habité la maison. Les prisons étaient dans le même bâtiment, ainsi qu'une chapelle. Donc, on a quand même un lieu de pouvoir dans le sens qu'on a tous ces multifonctions à l'intérieur d'une seule structure. Et pour le culture matérielle, les objets, on a quand même les objets qui reflètent le statut ou les objets associés probablement à l'intendant et ses proches. On a quand même on peut imaginer une présentation à la table digne de l'intendant et ses proches. On avait les porcelaines, les faïences, la verrerie de table qui était très, très intéressant. Donc, on a ces objets. Puis, à l'extérieur, sur l'îlot, on avait aussi les structures qui partent de ce prestige de l'intendant. Donc, on avait des jardins, on avait j'ai déjà mentionné ce petit bassin pour les embarcations, mais le jardin un peu formel au style français construit à l'époque, qui était aussi une partie de cette démonstration de pouvoir. Puis, on parle ici au premier palais. Suite au feu, on avait construit le deuxième palais et comme Heinrich avait mentionné, eux, ils ont changé pour le bord de la rivière. Au palais, ils ont changé de location du palais, ils ont changé l'orientation avec le dos face à la rivière, avec vraiment un style comme un hôtel particulier français où on veut démontrer aussi vraiment le prestige de l'intendant et ses fonctions dans la colonie. Dans le cas du marché, on l'appelle le marché Parlement parce que c'est le même immeuble qui a été construit pour être un marché entre 1832 et 1834, puis c'est devenu le Parlement parce que quand le Parlement du Canada uni, qui siégeait à Kingston dans un hôpital qu'on dit désaffecté, on ne sait pas si c'est simplement qu'il avait changé d'affectation ou s'il était vraiment désaffecté, mais les parlementaires étaient assez insatisfaits de leurs conditions à Kingston et c'est sous cette insatisfaction-là que Montréal a été sélectionné pour être la brève capitale du Canada après l'Union. Et le seul immeuble qui se prêtait à cette activité-là était le marché Sainte-Anne qui venait d'être construit une décennie plus tôt. Et c'était un très, très beau marché. C'était un très bel immeuble. On a de l'iconographie de l'époque. On procède à des reconstructions en ce moment à partir des documents de l'époque qui existent du marché et des transformations qu'il a subi pour devenir Parlement. C'était le plus grand immeuble de Montréal à l'époque qui traduit un petit peu l'importance du commerce à l'époque où est-ce que le plus grand et prestigieux
immeubles d'une ville et un marché de plus de 100 mètres de long par 18. C'est un très long et étroit immeuble de facture néoclassique qui a été construit de manière assez innovatrice à même le lit de la petite rivière qui était devenu nauséabond. On percevait des problèmes d'hygiène extrêmement importants. Il y avait eu des épidémies de choléra en 1832. Et donc, on a décidé de couvrir la rivière et du même coup, on se retrouvait avec un excédent d'espace en plein milieu de la ville ou d'une portion assez importante de la ville avec ce qu'on appelle de l'immobilier extrêmement important. Et donc, en couvrant la rivière, on a du même coup construit ce très long et étroit immeuble qui suit le lit de la rivière. Donc, il n'existe plus pour des raisons qu'on connaît, mais on a assez d'iconographie et assez de détails dans les documents qui nous permettent d'avoir une très, très bonne idée de ce à quoi il avait l'air, les transformations qu'il a subies au moment de devenir un parlement. Et on procède en ce moment à un ensemble d'études et de reconstruction 3D numérique pour essayer de faire revivre un petit peu cet immeuble-là qui était très, très... qui avait beaucoup de prestance. C'est une très, très belle facture architecturale. Et je serais curieux de vous entendre peut-être un petit peu plus sur les transformations du bâtiment au fil du temps. Bon, Madame Bain, vous avez brièvement abordé justement le deuxième palais, le fait de doter des jardins, etc. Mais comment est-ce que au fil du temps, tranquillement, ça devient un endroit de plus en plus prestigieux parce que on veut se mettre à la mode parisienne, etc. Et comment est-ce qu'on part d'un marché qui a beau être un très, très beau marché, mais pour en faire un lieu de prestige comme le Parlement, je présume que on rajoute peut-être des boiseries, je sais pas, on rajoute du mobilier, mais peut-être des détails architecturaux. Et donc, c'est ça. Quelles traces vous avez trouvées dans les fouilles respectives, de ces améliorations qu'on a faites pour donner plus de prestige au lieu? Je sais qu'il y a notamment eu des travaux de dallage dans la cour aussi à l'îlot des Palais. Et donc, je suis curieux de vous entendre sur c'est ça, comment est-ce qu'on donne du prestige à ces bâtiments-là, puis surtout comment est-ce qu'un archéologue est capable de voir ces traces-là. Comme le premier palais avec ses magasins à l'intérieur a passé au feu au 1713, puis on a des documents qui parlent d'une reconstruction rapide qui a commencé la même année. Cela dit, je crois que c'était en 1716 où on a le deuxième palais était fabriqué, puis le premier palais était un peu rénové pour rester les magasins du roi. Mais ce deuxième palais qui était plus proche de la rivière, et comme j'ai mentionné, mais maintenant le dos face à la rivière. Donc, au lieu d'être en face de la rivière, le palais était dans l'autre sens qui a regardé la ville. Donc, on peut imaginer, puis il y avait aussi un chemin qui a relié l'autre ville et le palais. Donc, on a des lettres de l'époque qui parlent des légendes de l'autre ville qui suit le chemin pour arriver au deuxième palais. Donc, le style pour le deuxième palais était essentiellement a fait un appel aux hôtels particuliers français à l'époque. Et on avait aussi un deuxième feu en 1725. Et suite à ce deuxième feu, ils ont changé le toit pour mettre un peu les murs anti-feu sous le toit pour mieux préparer pour les feux. Puis aussi, comme Alex a mentionné, l'avant-cour était pavé avec les dallages. Et comme archéologue, on a trouvé à travers différentes années de la fouille, on a trouvé cette surface un peu pavée d'allées avant le palais. Comme on avait mentionné au tout début de la discussion, le lieu était très marécageux. Donc, on peut imaginer que cette pratique a gardé l'endroit plus propre pour les gens qui sont venus travailler, transiter chaque jour au palais. Pour le travail, je pense que c'était bien nécessaire. Et pour les archéologues, c'est des grandes richesses. Parce que comme on perd aujourd'hui nos iPods, nos pièces de monnaie, etc., c'était les mêmes choses à l'époque. Donc, en enlevant les dalles dans le cours, dalle par dalle, parfois on a trouvé les pièces de monnaie, les petits objets. Donc, c'était vraiment une source un peu de trésor pour nous.
Et c'était aussi fascinant parce que c'est une des rares occasions où on a ce bâtiment avec cette surface toute d'allées pavées tout autour du bâtiment. Puis on a même vu les patrons qui étaient souhaités comme on voit une zone où ils ont probablement contourné une arbre ou préparé la plantation d'un arbre avant l'entrée principale. Donc, ils avaient aussi, lors des rénovations, changé les escaliers pour faire une entrée plus peut-être plus prestigieux pour le deuxième palais. Et pour les étudiants puis nos collègues en architecture, ils parlent d'une deuxième et troisième palais. Cette deuxième phase du deuxième palais est parfois référée au troisième palais. Donc, je vous incite à consulter les travaux de Rosalie Mété de l'Université Laval qui a travaillé ce sujet pour sa maîtrise sur le deuxième et troisième palais. Dans le cas du marché Parlement, on est encore en train d'étudier la question. Mon collègue François Gignac est très jusqu'au cou là-dedans. Mais on savait que le marché avait des celliers sous le niveau de la chaussée, accessibles par la rue, où il y avait des marchands qui vendaient des trucs dans la rue et probablement les entreposaient dans les celliers sous le niveau de la rue. Il y avait ensuite le rez-de-chaussée qui était des étals principalement de bouchers. Il y avait des vendeurs de légumes aussi, d'autres choses, de volailles, mais c'était principalement des bouchers qui étaient au rez-de-chaussée, qui avaient des étals à l'intérieur. Et à l'étage, il y avait des salles, des grandes salles civiques qui étaient utilisées dans la décennie de 1830 pour tout un ensemble d'activités. Il y avait des concerts, il y avait plein d'événements qui avaient lieu là, il y avait des rencontres de sociétés littéraires, il y avait, c'est là qu'on a célébré l'abolition de l'esclavage dans le royaume, dans l'Empire britannique. Donc, on a des informations et ces deux grandes salles-là ont été sélectionnées pour devenir, donc, c'était une question de commodité. Ont été sélectionnés pour devenir les chambres de l'Assemblée et du Conseil législatif pour le Parlement. Les étals au rez-de-chaussée ont été transformés de manière assez extensive en bureaux. Donc, on peut facilement s'imaginer que entre un étal de boucher qui va devenir un bureau pour un clerc ou un traducteur ou quelque chose comme ça, il y a un certain travail qui est impliqué. Et on sait qu'il y a eu des modifications à l'ensemble architectural. Donc, les portes des celliers ont été bouchées. Il y a d'autres portes qui ont été bouchées aux extrémités aussi pour faire, disons, changer l'axe de l'importance, disons, l'axe central du bâtiment de son axe longitudinal à transversal. Donc, les entrées principales ont été modifiées, certaines entrées ont été bloquées. Donc, ça devient d'un lieu public, ça devient un lieu qui est relativement privé pour des raisons de sécurité, puis on le comprend. Donc, les accès ont été modifiés. Il y a eu un étage qui a été rajouté dans le corps central pour recevoir la bibliothèque. Il y a eu des améliorations au niveau de la ventilation, des choses comme ça. Pour ce qui est de l'archéologie, vu que le bâtiment n'existe plus et que la plupart de ces améliorations-là ont été faites au niveau, disons, hors sol, c'est pas des choses qu'on perçoit. On sait qu'ils ont mis des poêles qu'on n'a pas trouvés archéologiquement. On pense qu'il y a eu du recyclage de métal probablement après l'incendie, puis c'est pour ça qu'un poêle de fonte, on aurait dû normalement en trouver s'il était demeuré dans les décombres de l'incendie, ce qui n'est pas le cas. Donc, on pense qu'il y a des choses qui ont été récupérées, des choses comme ça. Une trace archéologique de l'amélioration ou des rénovations qui ont eu lieu au Parlement, c'est l'installation de toilettes. Des toilettes qui étaient relativement à la fine pointe de la technologie de la toilette pour la moitié, disons, la mi-19e siècle, et des bouches d'évacuation qui menaient directement dans le collecteur. Donc, ce qui va un peu de soi, mais qui était une amélioration du traitement des eaux usées qu'on faisait à l'époque en ayant une toilette qui se flush, pour ainsi dire, et qui jette les eaux usées directement dans le collecteur, qui était
essentiellement une rivière couverte qui va de toute façon se retrouver dans le fleuve, mais qui garde quand même une espèce d'aspect d'hygiène amélioré par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Oui, on est effectivement loin de la gestion des eaux usées d'aujourd'hui, mais pour l'époque, c'est quand même une amélioration considérable. Et vous avez mentionné justement, dans les rapports de fouilles du Parlement du Canada uni, que l'aile sud-ouest aurait été le centre du pouvoir. C'est quelque chose qui m'a intrigué quand j'ai lu les rapports de fouilles. Et je me suis demandé qu'est-ce qui vous amène à affirmer cela. Et je me suis demandé aussi par le fait même, qu'en est-il au Palais de l'Intendant? Le centre du pouvoir, il est où au Palais de l'Intendant? C'est ça, parce qu'on a mentionné qu'il y avait des salles pour le Conseil souverain, mais elle est où cette salle-là? Est-ce que c'est toujours la même salle ou est-ce qu'on change parfois de salle en fonction des usages, un petit peu comme au Palais du gouverneur? Et donc, je serais curieux de vous entendre un petit peu plus sur où se concentre le pouvoir et peut-être par le fait même aussi, c'est quoi les vestiges archéologiques que vous en avez trouvé de ce pouvoir-là? Je sais pas, des tampons, des sceaux, ce genre de choses-là? OK. Oui, pour le palais de l'intendant, dans le premier palais, le Conseil souverain était trouvé dans la partie est, puis l'intendant et sa famille étaient plutôt dans la partie ouest du bâtiment. Quand on parle du deuxième palais, l'intendant et sa famille logeaient dans la partie ouest, toujours dans la partie ouest, puis je pense que son secrétaire était à côté. Comme Heinrich a mentionné, il y a plein de niveaux de ces bâtiments où on n'a pas ces traces, étant donné qu'ils étaient comme bombardés après l'occupation par les Américains au deuxième palais. C'est ça, on n'a pas les traces, mais on a quand même les plans de l'époque. Et c'est ça, mais je ne crois pas que le lieu pour le Conseil souverain, pour le lieu pour la rencontre a changé dans les deux bâtiments. Je pense que ça restait assez fixe. Pour question d'objets liés, je pense qu'un aliment qui est très intéressant, qui était trouvé dans les latrines, j'aurais dû mentionner avant, mais on a des latrines sur 3 étages qui étaient construites sur les 2 bouts du palais, du deuxième palais. Et puis, lors de nos fouilles des latrines, qui sont des sources toujours très intéressantes pour les archéologues, pour la culture matérielle et autres, on a trouvé énormément de traces en cire des sceaux qui étaient apposés sur les lettres. Et ça, c'était fascinant pour nous. C'était un petit hasard, un des hasards qui arrivent en archéologie. C'était en tamisant à travers des mailles très, très fines. On a trouvé carrément comme des petits flacons rouges et c'est tout reconstitué sous les microscopes dans notre laboratoire. On s'est rendu compte qu'on a vraiment des sceaux de différentes familles et c'était fascinant pour nous parce qu'on peut imaginer les gens qui ont envoyé des lettres à l'intendant, des lettres envoyées que l'intendant a envoyées au gouverneur. Donc, on a réussi à identifier quelques sceaux qui sont d'ailleurs publiés dans notre livre et c'était, je dirais, si on parle de ces personnes lettrées au Conseil souverain, on n'a pas d'objet lié aux rencontres au Conseil souverain, mais je considère que cette trace de l'écriture est quand même un témoin très important de les fonctions du palais. Ben, ça fonctionne sensiblement de la même façon au 19e siècle avec le Parlement. Je pense que de dire que l'aile sud-ouest était le siège du pouvoir, c'était peut-être s'avancer un petit peu loin parce que c'était, je pense, suite à une des premières années de fouilles. Donc, on avait le schème interprétatif un peu limité, mais ambitieux. Mais c'est correct parce que, l'aile ouest, on sait que dans l'aile ouest se trouvaient plusieurs choses, dont la Chambre de l'Assemblée. Donc, c'était là que les décisions se prenaient. Du côté est, il y avait la Chambre du Conseil législatif, qui était davantage un groupe, disons, protocolaire. Du côté ouest, la Chambre de l'Assemblée, on sait que le bureau du greffier était dans ce coin-là et archéologiquement, on l'a plus ou moins confirmé en trouvant
une étampe en bronze qui dit Legislative Assembly Canada. Donc, c'est pas un objet qu'on est habitué à trouver archéologiquement. C'est des objets qui sont probablement détruits après qui ont cessé leur vie active, parce que c'est des objets quand même officiels qui ont en soi un certain pouvoir d'officialiser des documents. Et on a trouvé un peu plus tard, j'allais dire un peu plus tard, mais la journée même, quand on a identifié ce tampon-là, j'ai tout de suite fait une petite recherche Google pour voir si c'était rare, s'il y en avait dans des antiquaires ou des choses comme ça. Il n'y en avait pas, mais la première chose que j'ai trouvée, c'est une lettre qui est partie de Montréal vers Londres une semaine avant l'incendie du Parlement et qui portait cette même empreinte-là. Donc, possiblement le même objet. On a fait des analyses assez sommaires pour voir si c'était le même tampon encreur, la même étampe qui a été apposée sur ce bout de papier-là. Et bon, c'est pas définitif, mais c'est nécessairement un objet qui provenait de la même coulée de bronze que celui qu'on a. Donc, c'est quelque chose d'assez saisissant. Et c'est un moment presque émouvant d'avoir l'objet et la lettre qui a été trouvée sur un site d'Ancan et de les rassembler pour la première fois en plus de 150 ans. Donc, à ce niveau-là, il y a des objets qui oui, milite en faveur disons, du côté ouest comme étant, oui, un lieu de pouvoir. C'est un peu l'épicentre de ce qui se faisait dans la colonie dans cette décennie-là, ou cette moitié de décennie-là entre 1844 et 1849. C'est vraiment intéressant, puis effectivement, ça doit être très émouvant de réunir ces deux objets-là qui, bon, sont séparés depuis à peu près 160 ans. C'est complètement dingue. C'est pas des choses qui arrivent souvent, disons ça comme ça. Ouais. Et j'ai envie, en fait, de vous amener peut-être à plus loin sur la question, bon, de ces gens lettrés qui évoluent dans ces deux endroits. Bon, c'est ça, je sais qu'au Parlement du Canada uni, il y avait une bibliothèque, entre autres. Est-ce que vous en avez retrouvé des traces lors des fouilles archéologiques? Et je sais aussi qu'au Palais de l'Intendant, il y avait des intendants qui étaient assez cultivés, notamment, bon, l'intendant Dupuis, dont on a retrouvé, bon, la liste d'à peu près tous ces livres. Et donc, est-ce qu'on a retrouvé des traces aussi de ces livres-là ou éventuellement d'objets de collection que ces gens lettrés pouvaient avoir? Donc, c'est ça peut-être un petit peu sur les bibliothèques des deux lieux et bon, les objets de collection qu'ils pouvaient avoir. Je pense que l'île des Palais, c'est peut-être un peu moins présent que les livres que Hendrik a mentionnés. Lors de la construction du deuxième palais, il y avait un petit, sur les plans de Chassepot de Léry, on a les plans pour la construction d'un bâtiment qui est appelé les archives. Malheureusement, on n'a jamais trouvé les traces, puis on ne sait pas si les dites archives étaient construites. Mais comme déjà mentionné, l'intendant Dupuis avait un grand intérêt sur l'histoire, l'origine des objets antiques, etc. Et son travail comme intendant était aussi au même moment de toute une période fascinante de l'égyptophilie. Et parmi nos objets vedettes au palais, c'était les 4 petites amulettes égyptiennes qui étaient trouvées dans un remblai. Et ça, c'est un des défis en archéologie, un remblai qui est littéralement un remplissage d'un trou ou un lieu. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement bien trouvé dans une couche stratigraphique, mais on associe le contenu de cette remblai avec l'occupation par l'intendant Dupuis. Donc, qu'est-ce qui est fascinant? Donc, on a les sources écrites, la liste de ses livres de 1000 à 1100 livres dans sa bibliothèque personnelle avec cette personne cultivée, avec cette grande intérêt sur les religions, notamment sur l'Égypte ancienne. Et on a aussi trouvé 4 petites amulettes égyptiennes qui datent fort probablement de son occupation. Donc, on imagine, est-ce qu'il avait acheté lors d'un voyage de Paris, est-ce qu'il les a amenés avec son aventure dans la colonie ici? À l'époque, les gens avaient les cabinets de curiosité. Est-ce qu'il y avait peut-être
quelque chose de genre comme ça dans le deuxième palais. On ne le sait pas. Donc, on n'a pas nécessairement les livres, mais on a ces autres témoins de ces personnages-là très, très intéressants. Wow! Et à Montréal? Je me souviens, Lucienne, quand ces amulettes-là ont été trouvées, puis j'ai eu des rumeurs qu'il y avait c'était tellement saisissant que la réaction était que c'était possiblement un canular ou une mauvaise farce qu'un étudiant avait faite. Parce que j'ai peut-être tort, mais c'est ce qu'on disait à l'époque, qu'il y avait eu des réactions assez... Oui, ça c'est terrible quand les archéologues jouent un tour sur notre archéologue, puis on sème quelque chose dans le sondage. Mais non, effectivement, c'est une découverte tout à fait légitime à l'idée. Non, c'est extraordinaire. Je me souviens, c'est tellement, comme tu le disais, révélateur de cette époque-là. Et personnel. C'est personnel dans le sens qu'on soupçonne cette association avec un intendant. Et pour nous, il y a, comme on l'a déjà mentionné, cet aspect un peu émotif de la pensée personnelle, les pratiques personnelles, les intérêts personnels de quelqu'un au lieu de leur lieu de fonction, le très fonctionnel de vie quotidienne, d'avoir cet aperçu de la personne est toujours, c'est fascinant. Oui, 2009, c'était fouillé, trouvé. Oui. Oui. À Montréal, on a été privilégié de trouver quelque chose qu'on trouve très rarement en contexte archéologique, c'est effectivement les restes ou certains restes liés aux deux bibliothèques qui étaient présentes au Parlement, la bibliothèque de l'Assemblée et la bibliothèque du Conseil législatif, qui ensemble contenaient plusieurs milliers de livres. Et c'est quelque chose qu'on trouve rarement en archéologie, évidemment, parce que le papier se préserve extrêmement mal. Les fondations du bâtiment étaient assez profondes, qui je crois, qui ont permis d'échapper au cycle de gel-dégel. Il était probablement assez gorgé d'eau et il était évidemment brûlé, ce qui favorise leur préservation. Écoutez, ce n'est pas des livres qui sont lisibles dans l'ensemble, ce n'est pas des livres qui sont très jolis. C'est des amoncellements de matière brûlée, mais on reconnaît qu'il y a une structure laminaire et dans certains d'entre eux, on peut encore voir de l'écriture imprimée. Donc, c'est une découverte importante. Mea culpa, en 2011, je participais aux fouilles au Parlement en 2011. C'était un été très sec et on percevait qu'on était en présence de sol, évidemment, qui avait été brûlé. C'était les restes de l'incendie. Puis qu'il y avait des choses assez légères qui partaient comme ça dans l'air. Les fouilles se sont poursuivies en 2013, qui était un été beaucoup plus humide, où il y avait eu beaucoup plus de pluie. Et dans les mêmes niveaux, c'est là que se sont révélés des restes, des vestiges beaucoup plus, de par leur humidité, qui se tenaient beaucoup mieux. Puis c'est là que ça a été révélé que c'était des restes de livres carbonisés. Donc, c'est un grand privilège de pouvoir mettre la main sur des restes comme ça. Puis c'est révélateur également du monde à la fin de la première moitié du 19e siècle. On est complètement en transition vers la modernité, vers un monde post-monarchique où est-ce que le droit divin est de moins en moins pertinent, puis le pouvoir doit s'asseoir sur d'autres choses. Puis c'est vraiment les empires comme l'Empire britannique, s'assoit vraiment sur une meilleure compréhension du monde qui passe par l'observation, la compréhension et ultimement le contrôle des choses naturelles. Et la science et la littérature, disons, le rassemblement de la chose connue, avec un grand C, un autre grand C, le rassemblement des choses connues, puisqu'on sait que les titres dans ces bibliothèques-là étaient des traités d'histoire politique, mais également tout ce qui était de l'art, des premières, de la littérature, des premières éditions de toutes sortes de choses, des livres très, très prestigieux. Donc, on rassemblait vraiment l'ensemble de la connaissance à l'époque. On voit à Montréal, pendant que Montréal est la capitale, la fondation de la Société géologique du Canada,
qui est en marge du Parlement, ça n'a pas vraiment rapport, mais c'est dans la mouvance de ces changements politiques-là. La Société géologique du Canada, évidemment, essaie de comprendre le territoire. Donc, on voit vraiment le développement de ces sciences naturelles-là par des institutions comme les empires, comme l'Empire britannique, qui, peut-être plus que n'importe quel, disons, organe de gouvernance avant lui, constate de la diversité du monde, des environnements, des peuples, et de là se développe une espèce de processus de développement des sciences comme forme de contrôle. Et les bibliothèques du Parlement, je pense, reflètent ce processus-là. Tout à fait. Et là, maintenant, j'ai envie de vous entendre parler de peut-être 2 éléphants qui sont dans la pièce depuis le début de notre discussion, les fameux incendies. Vous en avez tous les 2 parlé. C'est dans les 2 cas des bâtiments qui vont brûler. Et bon, même dans certains cas, à plusieurs reprises. Et donc, je sais pas, j'ai envie de vous envoyer peut-être la question, un incendie pour un archéologue, c'est une mine d'or ou c'est au contraire une catastrophe? Ça détruit en fait les vestiges archéologiques ou au contraire, ça en a laissé certains? Sur l'île de Palais, on a connaissance d'au moins 2 feux. 1713 et les deuxièmes palais qui est passé au feu. Je pense que le premier de 1713 est très intéressant. Puis mon collègue Marcel Musette, dans les cahiers des 10, avait écrit un superbe article là-dessus. Puis on parle de quelque chose en plein d'hiver et même le femme de l'intendant qui est allée dans le froid, essayer de récupérer ses vêtements, ses bijoux, etc. Et on a aussi un témoin de l'époque qui parle de le lendemain où les citoyens ont essayé de récupérer les objets. Donc, on a cette source écrite. Concrètement, pour un archéologue, souvent, c'est une mine d'or. La carbonisation en feu, c'est aussi une forme de préservation pour nous. Donc, on avait plein d'aliments préservés qui étaient très intéressants. Et étant donné que c'était un site où on avait 25 campagnes de fouilles sur 2 grandes périodes, cette l'eau brûlée, cette couche de cendres, on a rencontré presque chaque année. Et c'était les millefeuilles des lots en travers chaque saison. C'était ensuite au laboratoire, lors de nos analyses, on s'est rendu compte que nous avons quand même des objets brûlés dans plusieurs feux. Et on est capable de voir comment les sondes étaient étalées d'une grande distance sur le site, puis il y avait des objets brûlés. Donc, je dirais, somme toute, c'est des mines d'or pour les archéologues. Ça fait un marqueur chronologique très intéressant dans les lots et c'est aussi une source de préservation. Au magasin du Roi, précisément, lors de ces feux, les feux, pour les certains éléments qui étaient entreposés, il y avait des tonneaux qui ont pris feu et puis l'huile a descendu sur d'autres objets, puis on avait une excellente préservation. Donc, on a sur plusieurs fronts, on a pour nous, c'était très intéressant les feux au palais. Surtout le premier où on a beaucoup de traces de ces feux sur le terrain, à l'extérieur du palais, ainsi que dans les magasins du roi. Je suis assez d'accord avec Alison. L'incendie du Parlement, c'était un très bel incendie d'un point de vue archéologique. Il y a une convergence d'éléments qui font en sorte que les choses se sont très bien préservées pour nous. Pas toutes les choses. L'incendie a été subi, a été violent. Donc, tout a été laissé en place. À peu près tout a été laissé en place. Il y a des exceptions. Mais on n'a pas pris la peine de sortir grand-chose du bâtiment. Les fondations étaient très profondes parce qu'assises dans le lit de l'ancienne rivière. Et donc, donc ce qui a brûlé s'est ramassé dans le fond des caves. Et quand on a éventuellement reconstruit un marché sur le site en question, sur les fondations qui étaient restées en place du Parlement, on a tout laissé dans les caves. On a construit parce que les caves étaient si profondes qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc, on n'a pas procédé à un nettoyage très exhaustif. Je pense qu'on a récupéré des choses. Je pense qu'on a pu
récupéré, comme je le disais tantôt, de la fonte, certains métaux, peut-être de la charpente qui n'était pas complètement carbonisée. Mais dans l'ensemble, on a laissé beaucoup de trucs là. Il y a peut-être eu du petit pillage de la part de la population qui cherche des trésors, des trucs de valeur, donc des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, les vestiges ont été laissés en place et ont été recouverts par l'occupation subséquente du marché qui sera construit en 1849. Donc, c'est une belle convergence d'éléments pour un archéologue, pour la préservation du passé. Une exception, par contre, c'est que le feu a brûlé tellement violemment que le verre a fondu. Donc, tout ce qui est du verre lié à l'occupation du Parlement, on n'a presque rien. On a beaucoup de vaisselle, on a beaucoup de choses comme ça, mais pour tout ce qui est donc la verre ou les bouteilles à alcool ou des choses comme ça, c'est des amas de verre tordus et complètement fondus. Donc, c'est aussi un aspect de l'incendie qui est révélé par les données archéologiques, c'est qu'il a fait très, très chaud pendant une courte période de temps dans cet immeuble. Et vous l'avez brièvement mentionné, mais après ces incendies-là, et bon, après avoir été des lieux de pouvoir, les deux endroits vont connaître un nouvel avenir qui est peut-être un petit peu plus commercial, industriel, si je peux m'exprimer ici. Oui, pour le palais était suite à la conquête. Le palais était devenu une caserne pour les troupes britanniques et n'était pas bombardé lors de la conquête. Ensuite, le palais était détruit suite à son occupation par les Américaines. Et après, le site passe sur une période où on avait peut-être moins d'occupants et le terrain était éventuellement divisé entre plusieurs lots. Mais je dirais que l'occupation plus substantielle qui est arrivée après, c'était lors de l'achat de 1852 par Boswell pour l'installation d'une deuxième brasserie, la brasserie Boswell Dow. Et là, c'était toutes les lots, éventuellement, presque tous les lots étaient meublés et construits par par les infrastructures liées à la brasserie. Et donc, Boswell aussi avait mis la cantine des employés dans le sous-sol du deuxième palais ou dans les voûtes du deuxième palais, qui est très intéressant. Ils n'étaient pas détruits lors de l'occupation par Dow. Et donc, pour cette raison aussi, on a la préservation de le bâtiment actuellement, la partie visible sur le site à l'îlot des Palais. C'est une partie qui date du 19e siècle, de cette deuxième brasserie sur le site. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant pour nous parce que la première vocation qui était une brasserie est revenue lors du 19e siècle et la brasserie a fermé seulement, je crois que c'était à la fin des années 60. Ouais. Pour le Parlement, il y a eu un nouveau marché qui a été construit en 1851, c'était un marché qui était important pour les gens du quartier, mais c'était pas l'ensemble architectural qui avait été rêvé quelques dizaines d'années auparavant avec le marché Sainte-Anne. C'est un marché qui était fait de briques. C'était pas un immeuble qui avait la prestance de son prédécesseur. Cet immeuble-là a subi des incendies lui aussi mineurs, mais en 1901, on le démolit et le lieu va rester essentiellement un stationnement jusque dans les années 80. Le lieu a échappé, je crois, au développement urbain parce que le collecteur qui était sous l'ancien immeuble est resté en fonction jusqu'en 1989. Donc, il a échappé probablement à l'enfouissement de services publics dans cette zone-là, puis tout ça. On a un peu oublié l'histoire du Parlement avant que Pointe-à-Calais recommence à s'y intéresser. C'était un peu une honte collective. C'était un échec de Montréal. C'était un échec d'intégration de populations avec différents intérêts. Puis
la capitale a déménagé en alternance à Toronto et à Québec pendant quelques années et pour finalement se rendre à Ottawa. Et il n'y a plus tellement repensé au Québec et à Montréal à cet événement-là, jusqu'à temps que lors de la désaffectation du collecteur en 1989, il y a eu des projets de faire des stationnements souterrains sur ce terrain-là. Et c'est là que des historiens, des archéologues de la Ville de Montréal se sont dit, écoutez, est-ce que c'est pas à cet endroit-là qu'était l'ancien Parlement? Et c'est, bon, de fil en aiguille, il y a eu un regain d'intérêt de la part des historiens, de la part des archéologues. Il y a eu des sondages qui ont été faits. On a vu la richesse du site et, bon, une trentaine d'années plus tard, nous y voilà. Le site est assez bien fouillé, assez bien compris et on espère pouvoir lui redonner vie à un certain moment donné. Mais ça a été tout un processus pour un peu réétablir ce site-là et ces événements-là et la complexité de ces événements-là dans la mémoire des Montréalais et l'importance de ces quelques années dans lesquelles Montréal a été capitale du Canada pour, disons, le profil culturel, économique, architectural même de la ville. Il y a eu plein de développements qui se sont faits de ce côté-là. Puis donc on a recommencé à y réfléchir récemment et ça a donné des résultats très intéressants. Effectivement. Et je vois que le temps file et on s'en va bientôt vers la période de questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez, vous qui nous écoutez à la maison, si vous avez des questions, écrivez-les sur Facebook. On va les prendre dans quelques instants. Mais c'est ça, peut-être pour conclure, avant d'aller vers les questions, bon, quels sont les projets à venir pour chacun de ces sites-là? Bon, c'est du côté de l'îlot des Palais. Bon, c'est ça, les fouilles archéologiques se sont déplacées ailleurs, si je ne m'abuse. Du côté de Pointe-à-Calière, il y a toujours actuellement des fouilles archéologiques qui continuent à être menées, puis une volonté de valorisation. Et j'aurais aussi envie de vous demander, parallèlement à cette question-là, quelles sont les possibilités qui s'offrent à ceux qui aimeraient en savoir plus sur ces lieux? Je pense notamment aux visites. Est-ce qu'il va être possible sous peu de avoir accès à ces deux endroits? Est-ce qu'il y a des livres qui existent sur le sujet? Et bien entendu, c'est ça, peut-être des sites Internet pourrait permettre d'en apprendre un petit peu plus. Et donc, c'est ça, je vous lance là-dessus. Bon, quels sont les projets à venir sur chacun de ces sites? Et qu'est-ce qui... c'est ça, peut-être quelques idées de documents ou de visites pour permettre à ceux qui voudraient aller plus loin, d'approfondir leurs connaissances sur chacun des deux endroits. Mais j'invite tout le monde à visiter le site l'îlot des Palais. Le site est actuellement dans un parc, dans la base ville de Québec, dans un parc qui appartient à la ville de Québec. Il y avait quand même, en visitant le lieu à l'extérieur, il y a quand même des panneaux qui étaient mis, et certain travail qui était fait. Et aussi, l'îlot des Palais est un centre d'interprétation basé sur nos découvertes archéologiques. C'est un lieu, il y a une exposition permanente qui était, nous, les archéologues de l'Université Laval et nos collègues à la Ville de Québec, on a beaucoup contribué à l'exposition permanente et plusieurs de ces objets un peu vedettes qui étaient mentionnés aujourd'hui sont en exposition. Il y a aussi des petites expositions temporaires. Il y a aussi un contenu comme lieu culturel, le site offre aussi plein d'autres activités. Il y a parfois des géorallies et des activités culturelles sur le lieu. J'ai vérifié ce matin et je ne vois pas une date pour la réouverture du palais, mais à l'îlot des Palais en mots, l'îlotdespalais.ca, il y a quand même, je vous invite à consulter le site web. En fouillant le site web, il y a toute une rubrique sur l'archéologie et avec mon collègue Reginald Auger et moi et nos étudiants, on avait préparé toute une section sur qu'est-ce que c'est l'archéologie. La Ville de Québec a toute une section sur l'archéologie qui est aussi un onglet qui porte sur l'îlot des Palais, étant donné que la richesse et complexité de ce site. Et nous avons aussi publié, comme mentionné au début, avec mon collègue Reginald Auger et puis notre collègue archéologue Camille Lapointe, on avait choisi de publier une synthèse
pour le grand public sur le site. Cette publication est disponible. Ça fait 25 campagnes de fouilles, 35 années de recherche, avec énormément de belles photos, plein d'objets, les objets que j'ai eu pas le temps de mentionner aujourd'hui. Merci, Alex. Et c'est disponible en français et en anglais, vendu par Septentrion et aussi disponible à l'îlot des Palais. Et comme j'ai dit, le but, c'était un peu notre obsession des dernières années. Suite aux fouilles, aux fermetures des fouilles, le public nous demande toujours, mais qu'est-ce qui arrive avec toutes les informations? Parce que ces données appartiennent au public. Donc, nous, on souhaitait vraiment un projet qui vise le public. Donc, le livre est vraiment pour le public dans un langage très, très accessible. Et pour tout ce qui est très technique, les rapports archéologiques, il y a plusieurs qui sont publiés dans les cahiers d'archéologie du CELAT, notre centre de recherche. Donc, il y a plusieurs façons de prendre plus sur le palais, mais je dirais, je vous suggère fortement à visiter le lieu et donner un bon soutien à notre institution culturelle québécoise. Très bon point. Nous, on n'est pas encore au stade de la publication. On est encore dans une espèce de long post-mortem pour essayer de comprendre un peu et d'intégrer une immense quantité d'informations qui nous provient des données archéologiques, des données historiques, des analyses qui sont en cours, des choses comme ça. Ça viendra. C'est sur on a le plan de faire une belle grande publication sur les fouilles du Marché Parlement. Notre objectif également, ça a toujours été, depuis tout le début, de mettre les vestiges en valeur de la façon dont Pointe-à-Calière le fait depuis ses débuts, c'est-à-dire mettre une mise en valeur in situ des vestiges archéologiques et d'intégrer les vestiges dans le circuit de Pointe-à-Calière. Donc ça, on travaille très fort de ce côté-là. Entre-temps, on essaie de rester présent. Donc là, en ce moment, le terrain est un terrain vague, mais on assure une espèce de présence pour la population, pour que la population sache, ce qui était là, ce qu'on y a fait. Donc en ce moment, il y a une petite exposition ex-murals pour expliquer le contexte historique et archéologique de l'endroit. Et en ce moment, on est en train de travailler sur une petite application qui va être disponible sur l'application de Pointe-à-Calière que vous pouvez trouver sur l'endroit où vous téléchargez des applications, qui va être disponible en juillet et qui va offrir tout au long de l'été des contenus inédits et très, très récents de résultats d'analyse, de fouilles, de reconstruction 3D pour essayer de réactualiser. Ça peut être utilisé sur place comme ça peut être utilisé à la maison pour montrer, enseigner un peu aux gens ce qu'on est en train d'apprendre par rapport à l'occupation de cet immeuble-là et cette époque-là très importante dans l'histoire de Montréal. Le musée rouvre le 25 juin. Donc, il va y avoir des nouvelles normes de distanciation, d'hygiène et tout ça. Donc, on vit dans une nouvelle réalité, mais on va recevoir les visiteurs à nouveau à partir du 25 juin. Donc, on vous attend en nombre raisonnable. Donc, merci beaucoup à tous les deux. On va prendre les questions dans un instant. Et donc, restez avec nous pour les questions. C'est tout de suite qu'on se retrouve là. Et donc, merci à tous les deux. Et on se rejoint à tout de suite pour les questions. Merci.